Macky Sall est le cerveau de la vaste opération de dilapidation des deniers publics. Le porte-parole du gouvernement va même plus loin. Il annonce des poursuites judiciaires contre l'ancien chef de l'État. Moustapha Sarré au téléphone avec Eladji Ndiogoudiène. Nous tous, nous savons que la Cour des comptes est certainement l'une des institutions les plus crédibles de notre République, qui a certifié des audits faits par le ministère des Finances à travers l'inspection générale. Et nous pensons réellement que lui, aujourd'hui, tout ce qu'il a à faire, c'est de demander pardon aux Sénégalais. Je ne lui donne vraiment pas de circonstances atténuantes. Il a mal géré ce pays. Il ne l'a pas seulement mal géré, il a posé des actes extrêmement graves. Vous savez très bien que tout ce qui s'est passé sous ses ordres. On peut même le considérer comme le chef de gang qui, justement, a commis des actes criminels dans ce pays. Des poursuites judiciaires ne sauraient être évitées. Le président de la République est le premier responsable des actes qui ont été posés. Donc, inévitablement, il fera face à la justice. Ah bon? Donc, l'ancien président de la République sera poursuivi devant la justice. Mais c'est en toute logique. C'est en toute logique parce que si ces audits, cette certification de la Cour des comptes est livrée à la justice, inévitablement, l'ancien président de la République sera appelé devant la justice. Vous savez très bien que lui, il a un privilège de juridiction en tant que président de la République. L'Assemblée nationale a installé, vous vous en souvenez très certainement, la Haute Cour de justice. Il a ce privilège de juridiction, lui, le président Macky Sall. Mais lui, il dit qu'il n'a rien à se reprocher, qu'il n'a pas de crainte par rapport à d'éventuelles poursuites judiciaires et qu'il est même prêt à revenir au pays. Quel commentaire vous en faites? Apprenons-le au mot. S'il n'a rien à se reprocher, il n'a qu'à venir. De toute façon, nous savons que nous avons une justice indépendante. Si la justice trouve qu'il n'a rien fait, il sera épargné. Mais au moment où je vous parle, moi je reste convaincu que c'est lui le chef de gang, c'est lui qui a été à l'origine de tous ces actes criminels qu'on a décrits à travers les audits. Moustapha Sarré, ministre porte-parole du gouvernement, des analystes politiques également qui décryptent cette sortie du président Macky Sall qui naturellement se défend suite au rapport de la Cour des comptes. Nos deux interlocuteurs sur la question, chacun y va avec sa lecture et sa compréhension. Ils se sont confiés à Boubacar Dieng. Macky Sall balaie d'un revers de main les accusations de falsification des chiffres des finances publiques durant son dernier mandat. Il parle d'une cabale politique. Abdoulaye Mbow prend son contre-pied. Le journaliste et analyste politique estime qu'un ancien chef d'État ne devrait pas s'exprimer ainsi. Je crois bien que contester, c'est cela véritablement la manière adoptée. Pour moi, c'est cela la posture politique. Alors qu'il faut une posture beaucoup plus technique. Et la posture technique, c'est que vous posez de toutes les données techniques. Je crois bien que donnez-la véritablement aux Sénégalais pour dire qu'en réalité, l'encours de la dette n'a pas atteint les 99%, le déficit n'est pas à 12%, il n'y a pas eu véritablement de recettes fiscales artificiellement rattachées aux exercices précédents pour minorer les déficits, etc., etc. Et de ce point de vue, je crois bien que nous serons dans une autre forme de débat, mais pour le moment, bien au contraire, cette posture, pour moi, c'est celle-là qui est politique. Le maître de conférence à l'UCAD pense que c'est de bonne guerre, surtout dans ce contexte de bataille médiatique depuis la publication du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques lors du dernier quinquennat de Macky Sall. Demba Gueye. Cela est dû aux erreurs de communication commises par le PASTEF, commises par le Premier ministre, qui a anticipé cette communication, qui a politisé cette communication. Et maintenant, comme c'est maintenant sur le terrain politique, alors les acteurs politiques en profitent pour gagner cette bataille médiatique. Moi, je pense que c'est ce qui justifie la sortie de Macky Sall, qui est venu juste pour enfoncer le clou. Avec nos confrères de Jeune Afrique, l'ancien président Macky Sall, qui vit actuellement au Royaume du Maroc, dit ne pas avoir peur de retourner au Sénégal, pays qu'il a dirigé pendant 12 ans. Au même moment, certains de ses proches collaborateurs issus des déboires judiciaires, à l'image du député maire des Agnam, Farba Ngom, placé sous mandat de dépôt pour une affaire présumée de blanchiment de capitaux. Le rapport de la Cour des comptes qui continue, Boubacar, de faire couler beaucoup de salive. Cette fois-ci, c'est Modou Diagne Fada qui prend la parole. L'ancien ministre et président du conseil départemental de Kébémer dit avoir relevé des incohérences en ce qui concerne les dettes du Sénégal, surtout celles intérieures. Le leader de LDR,
Macky Sall en a profité pour dire son inquiétude par rapport à la gestion du régime Diomaye. Ça n'avance pas, dit-il, depuis leur arrivée au pouvoir. Modou Diagne Fada au micro d'RFM Louga de Nafissatou Ndiaye. Pour le moment, nous ne sommes pas rassurés parce que depuis 10 mois, je pense que nous stagnons. Aucune première pierre n'a été posée. Depuis 10 mois, c'est des projets de l'ancien régime qui sont poursuivis sans pour autant l'admettre ou le reconnaître. Ils ont parlé du rapport de la Cour des comptes. Je pense que ce rapport-là, il n'y a rien à fouetter un chat parce que si vous analysez de très près ce rapport, vous vous rendez compte que les mêmes chiffres du gouvernement concernant les dépenses, concernant les recettes ont été reconduits par l'audit du rapport du gouvernement par la Cour des comptes. De même que les comptes spéciaux du Trésor. Les chiffres sont les mêmes. Il y a quelques incohérences au niveau de la dette parce que tout simplement, des gens ont ajouté des dettes contractées par des entreprises, par des privés, par des parapublics. Et dans ce cas de figure-là, c'est normal que les chiffres soient différents. Donc je pense que c'est un rapport finalement qui est devenu, comme Abdou Karim Sall l'a dit, qui est devenu un pétard mouillé. C'est enfin de commencer à travailler. Vous savez, ils ont démocratiquement conquis le pouvoir. Et aujourd'hui, ils ont la charge de conduire le pays. Il faudrait qu'ils puissent faire progresser le pays, qu'ils puissent rassurer les partenaires extérieurs du Sénégal, le FMI, la Banque mondiale, les partenaires bilatéraux, multilatéraux. Aujourd'hui, les hommes d'affaires n'ont plus la possibilité de mener à bien leurs transactions parce qu'ils ont peur. Et certains hommes d'affaires sont en train de déménager vers la Côte d'Ivoire, bien vers d'autres pays. Modou Diagne Fada, c'est passé inaperçu hier, mais Ousmane Sonko l'a dit lors de son face-à-face avec le monde du travail, les syndicats ou même le patronat. Il s'est montré particulièrement fasciné par les régimes autoritaires. Pour le Premier ministre, la restriction des libertés dans un pays est un modèle très rapide pour aboutir au développement. Dans ce midi, nous avons donné la parole à des journalistes et même à des droits de l'hommiste. Les velléités d'une dictature du Premier ministre ne passeront pas au Sénégal, ont-ils dit à Mohamed Ali Mouba. Bon, c'était les pays qui ont décollé ces dernières années. C'est des pays où les libertés ont été réduites. Le moteur du pays, ouais, des pays asiatiques, des pays arabes, voilà, c'est des pays où les libertés ont été réduites, pour ne pas dire complètement annulées. En se montrant fasciné par les dictatures, le Premier ministre apporte de l'eau au moulin de ceux qui le décrivent comme un homme autoritaire, peu enclin à la liberté d'expression, au dialogue. Babacar Ba, patron du Forum du Justiciable. Le Sénégal est un pays démocratique qui est consacré. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, elle est consacrée dans notre charte fondamentale, article 8 et suivant. Ça, c'est des droits fondamentaux. On ne peut pas y toucher. Ousmane Sonko, des velléités d'homme autoritaire. Attention, le Sénégal n'est pas la Corée du Nord, ce n'est pas non plus la Chine. Ibrahima Bahoum, journaliste, analyste politique. Si on veut restreindre ces libertés, on va aller chercher des exemples ailleurs en disant, voyez-vous ce qui se passe ailleurs. En oubliant, ou en faisant exprès d'oublier, peut-être que ce qui se passe ailleurs n'est pas le fait des États comme tels, c'est peut-être des personnes qu'on entend faire. Mais globalement, dès que des expressions comme ça, ou des formes, il n'y a même pas d'expression, des formes comme ça sont sorties, ça a été immédiatement critiqué à l'intérieur du pays et les gens ne sont pas allés beaucoup plus loin, premièrement. Deuxièmement, n'oublions pas que ces gens, s'ils en sont arrivés là, c'est justement parce qu'il y avait cette liberté d'expression, cette liberté de manifester, cette liberté de critiquer des décisions, et c'est progressivement que donc les États se sont organisés, et comme disait un certain président, ils ont eu des institutions fortes plutôt que des hommes forts. Et ces institutions fortes-là ont été créées par la diversité, par l'expression plurielle, la possibilité pour chacun de dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Et au fur et à mesure, ils ont construit leur pays. Pour Bahoum, ce serait manquer même de loyauté au système politique sénégalais, système démocratique, grâce auquel il est arrivé au pouvoir. Chercher à installer la dictature dans un contexte comme ça, en se disant ben ça va, en oubliant que ce qui avait été là, ici était essayé, ont lamentablement échoué, et c'est eux aujourd'hui qui sont critiqués, et ceux qui les critiquent aujourd'hui en disant vous avez été arrogant, vous avez été vous êtes tellement permis de choses que ça a créé des pertes en vie, etc. Ceux-là qu'on brûle aujourd'hui dans l'espace public en termes de communication, qui les brûlent aujourd'hui ne peuvent pas commettre la même erreur, et en cherchant à le faire, ils perdraient tout autant. Mais pour Babacar Ba, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ousmane Sonko ne peut pas installer la dictature
l'agriculture au Sénégal. Il n'en a pas les moyens. Mais il n'est pas question qu'aujourd'hui, le Sénégal, en 2025, qu'on puisse quand même restreindre la liberté des gens. Maintenant, il faudrait que cette liberté, moi ça je l'ai toujours dit, il faudrait que cette liberté s'exerce en toute responsabilité. Depuis l'accession d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye au pouvoir, l'opposition qualifie le régime de populiste autoritaire qui instrumentalise la justice à des fins purement politiques. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Un conflit qui persiste entre le maire de Keur Massar Nord et les commerçants du marché de l'unité 14 des Parcelles Assainies. Ces derniers rejettent le projet de réhabilitation de leur lieu de travail, un chantier de la municipalité. Les commerçants veulent plutôt une réfection de leur cantine. Amidou Diallo, il est le secrétaire général de l'association des commerçants du marché de l'unité 14 des Parcelles Assainies. Ce marché a été ouvert et créé en 1998. Nous avons un différend avec notre nouveau maire. Parce que ce marché a vu passer beaucoup de maires. Depuis Mbaké Diop, Gambo Boy, Mbaké Diop encore, Moussa Meng et aujourd'hui Moussa Sarr. Et depuis qu'il est venu, il a fait un blackout. Il a fermé toutes les portes aux autorités du marché et il voulait aller en route libre pour la gestion de ce marché-là. Un marché qui est déjà en péril parce que les toilettes n'existent pas, l'éclairage n'existe pas, l'aménagement des tables n'existe pas. Et ils sont venus, ils ont tout bloqué pour dire que même ceux qui ont des cantines, même ceux qui avaient des autorisations qui étaient délivrées par les premiers maires, que personne n'avait plus le droit de construire jusqu'à nouvel ordre. Nous avons entendu. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent procéder à un recensement. Avant de recenser, nous pensons qu'il faut d'abord régulariser. Régulariser parce que le marché est là depuis 1998. Certains ont payé leur autorisation de placement, d'autres n'en ont pas encore. On ne peut pas également faire un recensement en mettant de côté la gestion du marché. Malheureusement, c'est ce qu'ils voulaient faire. Mais aujourd'hui, nous avons dit, niet, on ne peut pas accepter cela parce que des préalables sont là à l'attente qui n'ont pas été réglés. Et il faut qu'on aille ensemble d'abord pour la gestion du marché parce que la gestion participative, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps. On ne peut rien faire sans les populations. Et de pied ferme, nous attendons notre masse. L'action qui veut mener dans ce marché n'aura pas lieu sans notre participation à cette action-là. Ziguinchor, les acteurs de la pêche qui déchirent l'arrêté ministériel qui date de 2023 et qui interdit les navires étrangers de débarquer au port de Ziguinchor. Ces acteurs estiment que la décision prise par l'ancien régime a déjà fait ses conséquences. Les nouvelles autorités sont donc appelées à lever la mesure. Moustapha Mankadjan, porte-parole du jour, s'est confié à Lamine Ba à l'issue de leur conférence de presse. Aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est l'arrêté 2023 que nous constatons que est un frein inacceptable au développement de la pêche en Casamance. Cet arrêté est un appel à son annulation immédiate. Dénoncer un arrêté ministériel injuste et préjudiciable signé en 2023 qui interdit le débarquement des navires de pêche étrangers dans nos ports régionaux. Cette mesure, prise dans un contexte politique particulier, a gravement nui aux entreprises de la Casamance, dont la nôtre. Nous avons 2 entreprises et continue de freiner notre développement. Un arrêté politiquement motivé et économiquement désastreux. À l'époque où Ousmane Sonko, PM, son excellent monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre, était maire de Ziguinchor, cet arrêté a été utilisé pour bloquer nos activités et celles d'autres entreprises. Aujourd'hui, alors que nous disposons de tous les agréments nécessaires et que nous cherchons à nouer un partenariat avec des navires de pêche étrangers, cet arrêté constitue un obstacle majeur. Il est inadmissible que des navires en provenance de Bissau, situés seulement à quelques kilomètres de Ziguinchor, soient contraints de débarquer leur capture à Dakar et à des centaines de kilomètres de la région de Ziguinchor. Nous demandons l'annulation immédiate de cet arrêté. Il est temps que le nouveau régime prenne conscience. Le ministre du Tourisme en visite dans le Saloum, Mountaga Diaw, qui se désole de l'émiettement qu'il dit avoir constaté dans le secteur de l'artisanat. Et c'est pourquoi d'ailleurs il interpelle les responsables du secteur. Artisans, unissez-vous, c'est l'appel qu'il a lancé depuis Kaolack. Le ministre assure l'interdiction de la friperie. Il juge la mesure nécessaire pour booster, dit-il, l'industrie locale. Mountaga Diaw, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, propos recueillis par Fatoumbo. Si on a la matière première, vous allez pouvoir faire des miracles. Parce que moi j'ai dit, on n'a pas meilleur artisan dans l'Afrique. Moi j'ai dit, donc, la modeste, la PDA, la formation est prise à bras le corps par la PDA. On est en train de former les formateurs, enseignants même formés. Pour dire encore, nous tenons à votre unité. Il y a un secteur,
organisation yi dañuy manko pourquoi pas dans l'artisanat jaru ko ku jóg rek créer OPA ku jóg rek créer OPA 2 personnes 3 personnes jaru ko monsieur le président yow ak sa collègue président des chambres des métiers vous êtes tous interpellés te interpellation lan la du dul ngeen fexe ba artisan yi manko ngeen fexe artisan bu nekk am sa carte professionnelle si vous voulez qu'on parte vers la souveraineté au-delà de l'agriculture et la pêche dama ne dañ bëgg am suñu souveraineté artisanale te mun nañu ko am nous comptons sur vous. En parlant de Foguia, quand le ministre de l'Industrie a voulu prendre cette décision, limiter ou interdire l'importation de la friperie, mais c'était une belle décision. Mais dafa am lu mu demoon ba gars yi xaw ko tënk mu xaw a pas reculer mais teg par la terre mais da nga war a comprendre. Les Sénégalais doivent comprendre que la friperie au-delà mu nekk vecteur de transmission de maladie day freiner une industrie textile tey bu ñu ne il faut compter sur l'artisanat textile. C'était donc le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Mountaga Diaw qui, je le rappelle, était en tournée dans le Saloum. Religion à midi 20 minutes, 29e jour du mois de Chaban, premier jour donc pour scruter le ciel en vue du Ramadan. La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire a pris les dispositions. 141 personnes sont mobilisées dans tout le pays pour regarder donc le croissant lunaire. Là-dessus, nous écoutons l'imam Oumar Diène, le président des imams et oulémas du Sénégal. Nous avons pris les dispositions nécessaires déjà avec la RTS pour couvrir l'événement comme c'est national et puis donner l'information aussi à toute la communauté musulmane, tous les Sénégalais comme on dit. Nous avons des relais qui sont les ambassadeurs ou bien ces personnes sélectionnées, ils sont au nombre de 241 personnes à travers le pays, des imams, des gouverneurs, des préfets, des directeurs d'école, des oulémas ou des chefs communautaires pour scruter le ciel à partir de 19h pour nous donner le résultat que nous allons démultiplier d'abord avec nos chefs religieux pour avoir une concordance du timing, informer les populations aussi à temps pour qu'ils puissent aussi prendre leurs dispositions pour débuter le Ramadan. Donc, si la lune apparaît au 29e jour, nous allons l'annoncer. Si la lune n'apparaît pas aussi, nous allons l'annoncer, faire un jour de plus et puis commencer le Ramadan ensemble pour qu'il y ait une conformité d'idées et d'équidistance de commencement. Comme je l'ai dit tantôt, parce que nous avons dans le calendrier musulman des mois à 29 jours et des mois à 30 jours. Probablement, ce mois-ci peut-être être un mois de 30 jours. C'est pourquoi il y a une petite spéculation du calendrier musulman que les gens sont en train d'exploiter. Mais la sunna du prophète alayhi salam nous enseigne qu'il faut observer au 29e jour. Si la lune apparaît, on commence. Si la lune n'apparaît pas, on met un jour de plus et on commence. C'est aussi simple que ça. RFM. L'actualité internationale. C'est avec Fama Dione. Bonjour Fama. Bonjour Barthélémy, bonjour à tous. Au Mali d'abord, 477 personnes dont 148 femmes et 14 enfants interpellés. Ces 477 personnes sont de différentes nationalités. Elles sont victimes d'arnaques orchestrées par des bandits leur promettant des emplois au Mali ou en Europe. Cette opération policière a été dirigée par le directeur régional de la police du district de Bamako. Selon des sources policières, après une première collecte des renseignements, les autorités ont découvert que certaines maisons de Bamako étaient occupées par des étrangers en situation irrégulière. Les investigations ont révélé qu'il s'agissait d'une escroquerie liée au phénomène CUNET. Le mode opératoire est identique. Attirer les victimes à Bamako avec de fausses promesses d'emploi au Mali ou en Europe. Les personnes interpellées sont soit des victimes, soit des complices de ce réseau. En République démocratique du Congo, 2 explosions ont secoué la ville de Bukavu, en RDC. C'était lors d'un meeting du groupe armé M23 Sodecham. Une première explosion a provoqué la panique et la fuite des spectateurs avant qu'une deuxième explosion ne retentisse. Selon des journalistes de l'AFP sur place, Corneille Nangaa, figure de l'Alliance Fleuve Congo, avait quitté la tribune et la place de l'Indépendance au moment des explosions. Selon les premières informations, on note au moins 11 morts et une 60aine de personnes ont été blessées. Des témoins ont décrit des scènes de chaos avec des flaques de sang, des chaussures abandonnées et des effets personnels éparpillés. Sur la place, des habitants inquiets se sont rassemblés devant l'hôpital à la recherche de leurs proches. Jeudi matin, une foule nombreuse s'était réunie sur la place de l'Indépendance à Bukavu pour assister à un meeting du M23 en présence de dirigeants du groupe. À noter que l'origine exacte de ces explosions reste encore à déterminer, mais le président Félix Tshisekedi a condamné un acte terroriste odieux, pointant du doigt la présence d'une armée étrangère sur le sol congolais, en référence aux soldats rwandais soutenant le M23.
Cette affaire de la dette publique à Narocha Fama John plutôt, ce n'est pas seulement qu'au Sénégal. Le Ghana aussi est confronté à un problème de dette, sauf que là, le président promet de redresser son pays. Le président ghanéen John Dramani Mahama a promis hier de redresser le pays. C'est seulement 50 jours après son retour au pouvoir, nous dit Ndeye Doumbé Diop. Le président ghanéen John Dramani Mahama a dressé un constat alarmant de la situation économique du pays. Il a dénoncé une dette stupéfiante et un secteur énergétique en crise. Mahama a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec les créanciers officiels du Ghana, étape clé vers la restructuration de la dette. Il a aussi annoncé la tenue d'un dialogue économique national les 10 et 11 mars, suivi de la présentation du budget 2025 au Parlement. La 4e revue du programme du FMI est prévue du 2 au 15 avril. Dans un effort de réduction des coûts, John Dramani Mahama s'est engagé à limiter la taille du gouvernement et à rationaliser l'administration présidentielle. Il a aussi promis une série de réformes pour stimuler l'économie, dont un plan d'investissement de 10 milliards de dollars pour les infrastructures et une réforme fiscale visant à encourager la croissance. Le président Mahama, élu le 7 décembre dernier, s'exprimait devant le Parlement ghanéen 50 jours après sa prise de fonction. Aux Comores, à l'approche du Ramadan, le gouvernement lance de nouvelles mesures contre la vie chère. C'est pour ces mesures donc concernent un allègement fiscal, la stabilisation des denrées alimentaires et le renforcement de l'approvisionnement en électricité qui sont au cœur du dispositif. Objectif affiché, garantir un accès suffisant aux produits essentiels à des prix abordables. Parmi les mesures annoncées, un fonds de garantie de 6 milliards de francs comoriens pour sécuriser l'importation des produits de première nécessité et un assouplissement des obligations fiscales pour les opérateurs économiques. Les autorités promettent un suivi rigoureux et assurent que ces ajustements ne seront pas limités au seul mois de Ramadan. Barthélémy. Merci beaucoup Fama John. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, appel du Premier ministre au syndicat pour une trêve. L'invite d'Ousmane Sonko peut-elle passer dans le contexte actuel? La parole à nos deux intervenants tout à l'heure en fin de journal. Nous serons avec Cheikh Diop, le secrétaire général de la CNTS-FC, et le docteur Alioune Badara Badji, enseignant-chercheur spécialiste du droit du travail. RFM Sport. Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Du football d'abord, la Ligue 1 locale et du foot également en Europe. Avant de parler de basketball avec la Ligue 1 qui va jouer sa 16e journée de la saison avec ce samedi au programme Jamono Fatick qui joue contre la Linguère de Saint-Louis au stade Massène Sène de Fatick. Walidan qui reçoit Agel de Rufisque dimanche. Oslo défie l'US Gorée, leader du championnat. Génération Foot Jaraaf de Dakar, ça c'est le choc de cette 16e journée. Et enfin HLM contre Teungueth FC, Guédiawaye Football Club qui a battu en journée de rattrapage l'US Gorée par 1-0 va tenter d'enchaîner avec un nouveau succès pour essayer de grappiller des points et titiller les équipes qui sont en haut de classement. Pour la Ligue 2 sénégalaise également, Amitié FC va jouer contre l'équipe de Niary Tally. Étoile Lusitana défiera le Dakar University Club. Thiès FC joue contre l'équipe de Djambar. Le football en Europe en Angleterre, on joue les huitièmes de finale de la FA Cup. Ce vendredi, Aston Villa défie Cardiff. Les autres rencontres sont prévues durant ce week-end. La 26e journée en Espagne démarre également cet après-midi avec Valladolid qui reçoit Las Palmas. Samedi, on aura l'équipe du Real de Madrid qui défie l'équipe de Betis Séville. En France, on joue la 24e journée du championnat français. Crépin Diatta et Lamine Camara avec l'AS Monaco jouent contre l'équipe de Reims. Samedi, le leader incontesté, le Paris Saint-Germain, reçoit Lille au Parc des Princes. Je vais dire BAL ou BAL. Basketball Africa League. D'accord. Let's go. Les adversaires de l'AS Ville de Dakar connus.
Ils sont connus, le tirage a été fait ce matin pour cette première partie et pour cette première participation de l'équipe de l'AS Ville de Dakar, championne du Sénégal en titre, qui connaît désormais ses adversaires du lourd parce que c'est des équipes qui sont habituées à cette compétition avec un effectif redoutable. L'US Monastir, Petro Luanda et l'équipe des Creole Stars du Cap-Vert. L'entraîneur de l'équipe de l'AS Ville de Dakar a analysé à chaud ce tirage au sort. Sodecham nous résume leur conversation. Pour sa première participation à la Basketball Africa League, l'AS Ville de Dakar se retrouve dans un groupe avec 2 champions de la BAL, Petro Luanda, tenant du titre, et US Monastir, championne de la saison 2 de la BAL. Et pour compléter le groupe, Creole Star, une équipe capverdienne qui va honorer sa première participation à la Basketball Africa League et en tant que première équipe capverdienne de l'histoire de la Ligue à avoir franchi les qualifications. L'entraîneur de l'AS Ville de Dakar reste optimiste malgré tout. Libas Faye. Monastir, on connaît bien l'équipe. Petro, on les connaît. Bon, les réalités de l'année passée ne sont pas les mêmes. Il nous reste encore à faire des investigations, voir les points forts et points faibles de l'équipe. Et c'est des équipes que nous connaissons pas beaucoup. Pour cette année-ci, les réalités de l'année dernière ne peuvent pas être les mêmes. Le technicien de l'AS Ville de Dakar est aussi revenu sur les 3 recrues de taille avec Will Perry, Ater Majok et Abdoulaye Harouna. De par ces recrues, vraiment, nous essayons un peu. En fait, nous avons joué sur l'expérience. Si vous regardez bien, c'est des joueurs qui ont eu à pratiquer la balle depuis pratiquement le début. Donc, nous en avons besoin pour cette première, encore vraiment nous aider sur cet aspect-là. Sans oublier les internationaux sénégalais qui jouent le championnat actuellement avec l'AS Ville de Dakar. Tout ceci pour faire une bonne campagne à la balle. Oui, c'est vrai, avoir les hommes, c'est bon. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est essayer de voir comment on peut les combiner vraiment pour avoir le jeu que nous voulons. Donc, c'est des joueurs qui sont bons. Maintenant, il reste donc à notre niveau de voir comment est-ce qu'on peut vraiment, on peut les combiner vraiment pour avoir le jeu que nous voulons. Rappelez juste que le Sénégal accueille la conférence Sahara du 26 avril au 4 mai prochain. Le basket au niveau local avec la 8e journée chez les dames. Une seule rencontre ce vendredi. Pikine défie l'AS Ville de Dakar. Chez les hommes, Port joue contre Guédiawaye samedi. Chez les hommes toujours, JA Asuk Sport, Asfa face au Gablou de l'AS Douane Barthélémy. Merci beaucoup Malal Diane Junior. RFM, la radio de toute l'actualité. Le FESPACO du cinéma à Ouaga hier, Adama Binta Sow qui sensibilise sur les conséquences de la dépigmentation à travers son film long métrage. La jeune réalisatrice sénégalaise invite donc les femmes sénégalaises à croire en elles-mêmes. Doublement sélectionné au FESPACO dans les catégories perspective et Soukabé, le film en question a été projeté à la mairie centrale de Ouagadougou. Notre envoyé spécial Anna Rocha. Rama est atteinte du cancer de la peau. Pour stopper la maladie, le médecin conseille d'arrêter l'utilisation de produits éclaircissants. Son fils, Khalilou, lance alors un défi à sa mère. Un teint noir doit remporter absolument le concours Miss étudiante cette année pour qu'elle arrête le Fessal. Et pour gagner son pari, le jeune homme est prêt à changer d'école et à se déguiser même en jeune fille, inspiré par l'un des sketchs télévisés de l'humoriste Koucha. Adama Binta Sow est la réalisatrice du film. J'ai été surtout inspirée par l'univers asiatique en réalité, parce que depuis toujours je regardais beaucoup de mangas et il y a beaucoup d'histoires qui se passent comme ça, où c'est comique, où il y a des lycées, où il y a des clans, des hommes qui vont se déguiser en femmes pour entrer dans le lycée, des choses comme ça. Quand j'écrivais le film, je voulais allier un thème propre à mon pays qui me parle en termes d'identité culturelle, mais qui soit également divertissant. Pape Ali Diop joue un double rôle dans ce film. Tantôt, il est Khalilou, tantôt Leila Kamara. 2 rôles qu'il réussit à interpréter magistralement dans son premier film long métrage sénégalais. Alors, c'était un peu compliqué, oui. Le déguisement, c'était un peu difficile. Combien de temps vous te préparez pour ça? Je dirais 3 mois, j'avais une coach qui m'aidait. Et chaque jour, je portais mes talons pour marcher tout le temps, pour essayer d'avoir le rythme et tout ça. C'était compliqué quand même, les femmes souffrent. Hein. Mais au-delà des apparences, le jeune homme de 25 ans tient à cette cause. Même si chaque jour, vous êtes noir, vous êtes né noir. Vous avez des pères et des mères noirs. Donc, soyons confiants. Un sujet très sérieux, traité avec humour, une comédie dramatique qui invite les jeunes Sénégalaises, surtout, à dire non aux standards de beauté classiques. Les quotidiens de ce matin, largement revenus sur l'affaire Farbangom. Le maire des Agnam, vous le savez, a été placé sous mandat de dépôt hier. Bonjour Mohamed Ali Mouba.
Bonjour. À la une, pôle judiciaire financier Farbangom sous mandat de dépôt. Le pôle financier concrétise la menace d'Ousmane Sonko. Le Farba à Rebeuss, le maire des Agnam a été inculpé pour 31 milliards lors de son second face-à-face avec les juges et mis en prison. Pour l'AS, pas de doute, la justice sénégalaise vient de se coucher devant les desiderata du prince. Comme Ousmane Sonko l'avait suggéré, la commande lui a été exécutée et livrée hier. Le journal Enquête qui semble s'y faire à l'idée depuis belle lurette note qu'il n'y a pas eu de miracle pour Farbangom. L'observateur relève que pour éviter la prison, Farba a gâché pour 442 milliards. Poursuivi pour un premier dossier portant escroquerie sur les deniers publics de 30 milliards, Farba a mis en prudence 10 titres fonciers expertisés à 34 milliards pour le second dossier de 91,6 milliards portant complicité d'escroquerie, blanchiment et association de malfaiteurs. Le maire des Agnam se rapporte sur la caution de Taïroussa. Le journal note que ses avocats ont brandi un dossier médical qui pourrait ouvrir la voie à leurs clients. Le chemin du pavillon est spécial. Vox Populi note que pour le moment, il partage la Sambre 47 avec l'aide Diop. Le journal a rapporté les premiers mots de Farbangom. Ces premiers mots, selon Seydou Sow, c'est la volonté de Dieu. Je n'en veux pas aux juges. C'est de la politique qui est derrière tout cela. Je n'ai rien fait. Tout cela, tout ce qu'on me reproche, c'est d'être riche. Et cela, je ne m'en cache pas. Ces avocats, sous le choc, dénoncent des accusations qui n'ont pour but que de le mettre en prison. Nous avons reçu un coup d'épée qui ne respecte aucune règle de droit, aucune procédure connue et stabilisée, affirme Maître Doudou Ndoye. Farbangom placé sous mandat de dépôt, ses deux frères et Taïroussa dans l'antichambre les Wolfatri. Ils sont convoqués aujourd'hui même par le pôle financier sur le dossier Taïroussa. Libération note que Taïrou a mis sur la table un titre foncier de 800 hectares situé en bande et d'une valeur de 394 milliards. Le juge statue ce vendredi même. À la page 35 de son rapport, la CENTIF accuse le Trésor de collusion frauduleuse. Maître Baboucar Sissi, un des avocats de Farbangom, a demandé au juge d'installer les fonctionnaires en cause dans la procédure. Recherché depuis plusieurs jours, le chargé de communication de Farbangom a été intercepté par ailleurs par la police en pleine circulation. Pour Mansour Faye, ministre sous l'ancien régime, la menace des Agnam a été exécutée. Cela ne concerne pas que Farbangom, mais tous les acteurs économiques sénégalais. Fin de citation. Rapport de la Cour des comptes, Macky Sall donne sa part de vérité. Interrogé par Jeune Afrique, le journal L'Info note que l'ancien Premier ministre a répondu aux nouvelles autorités. Tout cela est ridicule, dit Macky Sall. Chaque année, la Cour des comptes a certifié les comptes financiers de l'État du Sénégal. C'est trop facile de revenir après de dire que tout cela a été faux. C'est un procédé politique. Tout cela est ridicule. Aucun membre de mon gouvernement n'a été entendu. J'ai été informé du niveau d'endettement en même temps que tout le monde par la bouche du Premier ministre. À aucun cas, on ne nous a demandé notre version des faits, a soutenu encore Macky Sall, repris par le journal Source A. Selon Tribune, Macky apporte une cinglante réplique au tandem Diomaye et Sonko. Une attaque à visée politique, écrit les quotidiens. Macky sort de sa réserve et se lâche, constate le journal Les Échos. Rencontre syndicat, patronat, gouvernement. Enquête note ce matin que le Premier ministre bouscule les codes. Il a élargi la concertation bien au-delà des acteurs habituels, syndicalistes et patronat. Une volonté affichée de transparence et d'ouverture, mais un accueil contrasté. Le gouvernement annonce la poursuite des discussions jusqu'au 1er mai. Le journal Le Soleil pointe l'appel de Sonko au syndical, l'appel à l'apaisement du climat social et moratoire sur les grèves. Faisons preuve de dépassement et des efforts sur nous-mêmes, sinon nous allons vers la banqueroute, a dit Ousmane Sonko. La rencontre tripartite d'hier sera suivie par des échanges sectoriels pour arriver à un pacte social. Mais le journal Source A note que la VAR a retracé tout de même les vieilles doléances. Étudiants, syndicalistes entre autres, ont fait savoir qu'ils ne demandaient pas la lune à l'État parce que toutes leurs revendications sont déjà de vieilles doléances. Commentaire de Sucré et Salé du quotidien. Beaucoup de ceux qui étaient à la rencontre, État et partenaires sociaux, hier ont dû boire du petit lait en entendant notre grand Premier ministre se faire humble devant les syndicalistes et le patronat. Il était clair que pour lui, ces gens n'étaient pas là pour passer par ces fourches codines. Il ne lui restait que la supplication selon laquelle on nous surveille. Les partenaires nous ont allés mettre tous les problèmes sur le dos du criminel Macky Sall ne réussit pas toujours. Le confrère de poursuivre que surtout que le concerné continue de voyager à travers le monde et d'être traité en égal par les grands dans tous les pays, aux grandes dames d'une certaine dame. Note encore le commentateur. Bonne nuit à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ?
Point de vue, appel du Premier ministre au syndicat pour une trêve. L'invite d'Ousmane Sonko peut-elle passer dans le contexte actuel? La parole à nos deux intervenants. Nous sommes avec Cheikh Diop. Monsieur Diop, bonjour. Bonjour, monsieur. Barthélémy Ngom. Ah, bonjour, monsieur Barthélémy Ngom. Ça va, merci Diop. Vous êtes le secrétaire général de la CNTS-FC. Notre deuxième intervenant, Dr Alioune Badara Badji. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Ngom. Merci, vous êtes enseignant-chercheur, spécialiste du droit du travail. D'abord, la parole à Cheikh Diop, secrétaire général d'une centrale syndicale, la CNTS-FC. Hier, le Premier ministre a rencontré les syndicats, les centrales et même le patronat. Et à l'issue de cette rencontre, après avoir écouté certainement les revendications des uns et des autres, le Premier ministre vous a demandé, vous syndicats, une trêve, le temps d'avoir un pacte social. D'abord, en résumé, quelle est votre réaction par rapport à la rencontre d'hier et par rapport à cet invite du Premier ministre? Merci beaucoup pour l'invitation, mais je voudrais dire simplement que la rencontre d'hier était attendue depuis très longtemps. Depuis la rencontre qu'on a eue avec Monsieur le Président de la République, moins d'un mois après sa prestation de serment, il a rencontré les organisations syndicales les plus représentatives, les 4 centrales, avec son gouvernement, une délégation de son gouvernement, dont le Premier ministre. À l'issue de cette rencontre, effectivement, il avait émis le souhait d'être accompagné par un pacte de stabilité sociale et d'émergence économique pour pouvoir dérouler. Nous lui avons donné notre accord de principe. Il souhaitait également que le dialogue social, véritablement, soit un dialogue social au profit de tous. Pour stabiliser dans la durée le climat social. Cette rencontre a été beaucoup appréciée par le mouvement syndical. Mais depuis lors, on attendait. Et entre-temps, le mouvement syndical a subi, les travailleurs, je dois dire, ont subi beaucoup d'agressions. Des licenciements à l'appel au niveau du secteur public. Des violations des libertés. Des menaces un peu partout, des demandes de négociation, de départ négocié. En fait, donc, en somme, les faits constatés jusque-là ne sont pas favorables à un climat social apaisé. Mais exactement, avant l'ouverture, des négociations que le président avait préconisées. C'est ça le problème. Et entre-temps, le mouvement syndical s'est organisé pour d'abord se réunifier. Nous avons réussi à mettre sur pied un cadre unitaire de l'ensemble du mouvement syndical. C'est à partir de ce moment que nous avons fait parvenir au gouvernement les préoccupations sous forme de plateforme revendicative unitaire. C'est à partir de cette plateforme et de des plans d'action envisagés que la rencontre d'hier a été convoquée. Mais donc c'est en quelque sorte les syndicats qui ont contraint le gouvernement au dialogue. Mais à la lumière de ce que vous dites, bien sûr. Voilà, c'est bien ça. Parce que nous, si on avait convoqué bien avant toutes les agressions que les travailleurs ont subies, il n'y aurait ni plateforme, ni préavis, ni plan d'action. D'ailleurs, le préavis n'est pas encore déposé. C'est dans le cadre du plan d'action qu'on envisage, mais c'est pas encore déposé. Bon. Mais aujourd'hui, vous, en tant que secrétaire général d'une centrale syndicale, est-ce que votre centrale, vous êtes dans les dispositions d'accorder encore une période de grâce aux autorités d'ici le 1er mai, en attendant la signature du pacte social? Monsieur Ngom, le langage a changé. Aujourd'hui, on ne parle plus d'une centrale. On parle de cadre unitaire alors. D'un cadre unitaire du mouvement syndical sénégalais. D'accord. Au-delà même de la coalition. Donc, les décisions, nous les prenons ensemble. La décision, c'est qu'on attend que ce qui a été retenu hier à la rencontre soit mise en branle. De façon claire, qu'est-ce qui a été retenu? Il a été retenu que des négociations, des consultations, des négociations vont être entamées avant le 1er mai pour pouvoir signer un pacte
de stabilité sociale et d'émergence économique avant le 1er mai. Bon, on attend, compte tenu du cadre qui a été, le cadre d'hier, nous attendons qu'on nous définisse les cadres de négociation, parce qu'on a besoin de ça. Ce qui s'est passé hier, c'est un forat. Les négociations, le mouvement, l'État du Sénégal a normé les négociations qui doivent aboutir à un pacte. Donc, nous voulons que les rencontres soient dans le cadre de ces normes. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Diop. Docteur Alioune Badara Badji, enseignant-chercheur spécialiste du droit du travail. M. Diop l'a dit tout à l'heure, ce qui se passe donc ces derniers jours, des licenciements à l'appel au niveau des services publics de l'État. D'abord, vous, en tant que spécialiste du travail, comment vous voyez toute cette situation qui, à la limite, a poussé les centrales à se lever? Alors, merci beaucoup pour la question. Alors, je pense que déjà, il faut saluer l'initiative qui a été prise par l'État d'organiser une rencontre tripartite entre le gouvernement, les centrales syndicales des employeurs, communément appelées patronat, et les syndicats des travailleurs. Moi, je vais revenir d'abord sur la forme. Il faut saluer parce qu'on l'a élargi à d'autres secteurs qui n'étaient pas inclus dans ces négociations-là. C'était inclusif. C'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est qu'il y avait un dialogue direct entre le Premier ministre et les syndicats, ainsi que le patronat. L'autre chose, c'est que il faut saluer le langage de vérité, hein, parce que quand on parle de négociation, il ne faut pas oublier qu'il y a un aspect qui est extrêmement important, c'est la bonne foi. Et quand on parle de bonne foi, on peut parler uniquement, surtout, de ce qu'on appelle la vérité. Donc le fait de tenir le langage de vérité, de dire aux centrales syndicales, attention, nous sommes dans une situation extrêmement compliquée et que cela nécessite des efforts de la part de chacune des parties pour qu'on puisse sortir de cette situation. Et pour cela, vous savez, quand les syndicats sont en difficulté, quand les syndicats se sentent offensés, l'arme la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle la grève, qui est définie comme une cessation concertée, du travail pour appuyer des revendications professionnelles. Donc aujourd'hui, avant qu'on en arrive à ces grèves-là, qui ne sont pas positives quand on veut développer un pays, surtout dans cette situation actuelle. Donc c'est pourquoi on a pris les devants, le gouvernement a pris les devants pour discuter, trouver des solutions, parce qu'avec un pacte de stabilité sociale, et c'est pas une première pour les pactes de stabilité sociale, parce qu'on se rappelle de 2014, il y avait un pacte de stabilité sociale et d'émergence économique. Et je pense que M. Diop même avait signé ce pacte de stabilité sociale où il s'était engagé à tout faire pour privilégier le dialogue dans les entreprises. Donc pour éviter un peu la grève. Donc c'est pas une nouveauté. Mais cette fois-ci, moi je pense que c'est des discussions qui ont été entamées et qu'il l'a dit lui-même, on va aller vers des discussions sectorielles et que par conséquent... Oui, mais le problème, docteur, est que ce n'est pas la première fois. Le Sénégal, naturellement, est un pays de dialogue, de discussion, mais à l'arrivée, pratiquement les mesures prises ont du mal à être appliquées. Oui, non. Alors, actuellement, il n'y a pas encore de mesures prises, hein, parce qu'on parle de discussion. On n'a pas encore signé le pacte de stabilité sociale et d'émergence économique. Alors, ce que je peux vous dire, on a parlé de licenciement, de départ négocié. Mais, monsieur Ngom, vous savez ce qui s'est passé avec le régime passé. Parce que, tout simplement, il y a des gens qui ont été recrutés alors qu'ils ne correspondaient pas à un emploi bien précis. Donc, c'est des gens qui étaient employés, qui ne faisaient rien dans ces entreprises-là. Mais est-ce que un nouveau régime qui vient va conseiller? Moi, je suis un fervent défenseur du droit des travailleurs. Mais le travailleur, il doit travailler. Il a été recruté pour travailler. Mais si c'est quelqu'un qui a été recruté, qui ne travaille pas, qui ne fait rien, qui ne fait que tourner dans l'entreprise durant toute la journée et qui est rémunéré, mais quand un régime vient, on voit que cette personne n'a pas un poste qui correspond à un emploi bien précis, mais naturellement, on peut l'écarter. Et mais l'écarter aussi dans quelles conditions? L'écarter, par exemple, si le travail... Quand on licencie un salarié, maintenant on va apprécier. Quand le licenciement est régulier, il n'y a aucun problème, on lui paye ses indemnités de licenciement en fonction de son ancienneté. Maintenant, quand le licenciement est abusif,
C'est le tribunal qui apprécie. Quand il considère que le licenciement est abusif, naturellement, après les indemnités de licenciement, on lui paye les dommages et intérêts, conformément à l'article L56 du Code du travail. Maintenant, pour les départs négociés, ça aussi, c'est réglementé par le Code du travail. Naturellement, une entreprise peut proposer à des salariés un départ négocié et ils ne sont pas obligés d'accepter. Ça aussi, il faut le préciser. Et s'ils n'acceptent pas, l'entreprise peut naturellement les licencier, naturellement, en précisant le motif de licenciement qui sera apprécié par le juge pour déterminer le caractère licite ou illicite du licenciement. D'accord, docteur. Docteur, merci. Je reviens à vous tout à l'heure. Je donne la parole à Cheikh Diop, défenseur des travailleurs. Cheikh Diop, naturellement, vous avez eu une remontée d'informations sur ces licenciements-là. Qu'est-ce que les travailleurs licenciés concernés par ces licenciements vous disent souvent? Les lettres de notification que nous avons reçues parlaient de cessation d'activité. Docteur peut-être pourra me rectifier, mais cessation d'activité ne fait pas partie, ce motif on ne connaît pas ce motif, nous, syndicats. Oui, c'est ça, parce que cessation d'activité, juridiquement, on ne peut pas... Oui, nous, on parle de licenciement motivé. Quand on licencie un travailleur, ça doit être motivé. Maintenant, je voudrais relever deux aspects de la situation. Nous, mouvement syndical, nous ne connaissons pas un travailleur recruté politiquement. On le sait, on ne connaît pas ça. Nous, un travailleur qui a un contrat de travail est un travailleur tout court. Et il est protégé par le Code du travail. Il a un contrat. S'il faut rompre le contrat, il faut emprunter les voies indiquées. Deuxième aspect, nous ne sommes pas d'accord du tout sur le recrutement politique. Mais l'État actuel avait posé des actes qui mettraient fin à ces recrutements politiques, s'il y en a. Quand il parle d'appel à candidature pour des postes de haute responsabilité. Vous savez ce qu'ils font les recrutements politiques? C'est des responsables politiques qui ont été nommés et qui gèrent du personnel, qui gèrent de haute responsabilité. Mais lui, s'il s'adonne au recrutement politique, c'est parce que c'est un militant politique qui est en train de jouer son rôle. Mais si c'est un appel d'offres qui désigne un Sénégalais, lui confier des responsables, entre autres, parce qu'un appel d'offres veut dire une sélection. Quand on sélectionne un Sénégalais, lui confier de hautes responsabilités, mais celui qui a été sélectionné là. Moi, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il n'appartienne pas à un parti politique. Il y a de fortes chances qu'il n'appartienne pas au parti au pouvoir. Mais il mesure la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Ce n'est pas celui-là qui va faire des recrutements politiques. Donc, les questions de recrutement politique étaient réglées par ce principe-là. Parce que ce sont les recrutements politiques qui nous portent préjudice au niveau de la Poste, par exemple, qui gère aujourd'hui près de 3000 agents, pour la plupart recrutés politiquement. Pour vous dire que nous ne sommes pas d'accord parce qu'à terme, ça risque d'affaiblir nos entreprises publiques. Donc, sur cet aspect, l'État, les responsables, je vais terminer par là. Si un ministre ou un directeur d'une grande société publique arrive et voit qu'il y a des anomalies sur le personnel, mais ce qu'il a à faire, c'est d'évaluer, de faire l'état des lieux, mais de discuter avec les syndicats du secteur. S'il n'y en a pas, il y a des interlocuteurs désignés par l'État, ce sont les 4 centrales syndicales les plus représentatives. Ils discutent, ils mettent sur la table la situation et on voit comment le régler. Il n'y a pas une situation qui n'a pas de solution, dans le mouvement syndical. D'accord. Une dernière question en quelques mots, Cheikh Diop, avant de vous remercier. Pour revenir un peu sur le pacte de stabilité sociale et d'émergence économique, oui, vous avez dit oui, mais avec des conditions, les acquis, on ne touche pas. Avec les acquis, on ne touche pas. Mais, pacte ou pas, les acquis, on ne touche pas. Maintenant, si, comme docteur l'a dit, comme professeur l'a dit, si le pays traverse des difficultés, il n'y a pas une situation que le dialogue social ne peut pas aborder. Il n'y en a pas. Donc, tout ce qu'on demande,
c'est de procéder à un dialogue social avec le respect des partenaires qui abordent le dialogue. On trouvera toujours des solutions. Merci beaucoup, Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC. Docteur Alioune Badara Badji, je termine. Docteur, vous êtes là, docteur? Oui, je termine en quelques mots avec vous. C'est vrai, le gouvernement veut la poursuite du dialogue en vue du 1er mai avec l'aboutissement. Donc, l'aboutissement sera la signature du pacte de stabilité sociale et d'émergence économique. Vous croyez que l'État et les centrales peuvent arriver à cela? Oui, mais bien sûr. Mais je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, de faire une précision par rapport à la cessation d'activité qui a été soulevée par mon père, M. Diop. Alors, moi, j'ai pas vu, s'il y en a, il l'a qu'à nous citer. Moi, j'ai pas vu quelque part où on a cité la cessation d'activité. Ce que j'ai vu, c'est par exemple le Grand Théâtre, où on a dit il y a des difficultés, ils ont soulevé des difficultés économiques. Et effectivement, l'article L60 du Code du travail leur permet de soulever ces difficultés pour procéder à des licenciements. Maintenant, le reste, c'est après le juge qui va apprécier. Alors, concernant l'aboutissement, alors, il y a d'abord une première discussion qui a eu lieu hier. Alors, il a promis qu'il y aura des discussions sectorielles. Donc, ce qui veut dire il y aura des discussions encore plus restreintes. Si ces discussions sont franches, sincères, comme le fait le gouvernement, avec un langage de vérité, moi, je reste convaincu, je reste optimiste qu'il y aura effectivement un accord entre les parties, parce que sans ce pacte de stabilité sociale et d'émergence économique, il sera très 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 difficile de mettre en œuvre cette vision 2050. Parce que sans stabilité, il sera extrêmement compliqué de décoller sur le plan économique, d'autant plus qu'actuellement nous savons que le pays vit des difficultés, parce que le régime actuel a hérité ces difficultés du régime passé. D'accord, merci beaucoup docteur Alioune Badara Badji, enseignant-chercheur spécialiste du droit du travail. Merci également à Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h, ce sera dans moins de 5 minutes. Journal qui vous sera présenté par Eladji Ndiogoudienne. Merci mesdames, messieurs à vous. C'était le midi, présenté par Barthélémy Ngom, mise en nom de Kaderlo Abdoul Khad, retour de l'info donc à 13h. Merci à Mam Astoukan, chef d'édition. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média. Publicité sur RFM.